Donc, bonjour à tous pour ceux qui viennent tout juste de nous rejoindre. Bienvenue dans ce webinaire Métactu de Métatlantique sur la filière biogaz, perspective emploi et formation en Pays de la Loire. Donc, je me présente, je m'appelle Michael Thomas. Je suis le délégué général et animateur du cluster Métatlantique. En un mot, le cluster Métatlantique est une association d'entreprises. Aujourd'hui, une quarantaine d'entreprises qui composent aujourd'hui ce cluster qui sont établies en Pays de la Loire et qui travaillent justement sur la méthanisation, que ce soit des constructeurs, des développeurs, des bureaux d'études, voilà, des laboratoires d'analyse, prestataires de services, organismes de financement. Voilà, toutes ces entreprises-là sont regroupées aujourd'hui sous forme d'association depuis 2018. Et donc cette année, avec l'arrivée d'un salarié que je représente aujourd'hui, ça nous permet encore de développer un certain nombre d'actions, dont celle aujourd'hui qu'on vous présente. Justement, l'objet de Métatlantique, il est de pouvoir notamment faire la promotion du biométhane, hein, que ce soit aussi bien côté production, côté usage aussi, mais on ne parlera pas de bio-GNV aujourd'hui, mais dans un prochain webinaire évidemment. Et l'objet aussi, de pouvoir appuyer les entreprises adhérentes en priorité évidemment, mais aussi d'apporter des éclairages aux porteurs de projets, voilà, pour avancer tous ensemble vers une filière durable. On le sait, voilà, la filière méthanisation est quand même relativement récente encore, avec beaucoup de perspectives, et on va pouvoir d'ailleurs le voir à travers l'intervention d'Anne Laferrerie tout à l'heure. Donc voilà, l'idée est de pouvoir aussi regrouper un certain nombre d'entreprises pour voilà, développer cette filière de la meilleure façon. Donc d'habitude, ces webinaires sont réservés aux adhérents, mais on fait le choix voilà, aujourd'hui sur certaines thématiques justement de les ouvrir à un certain nombre de partenaires dont vous faites partie aujourd'hui. Voilà, le partenariat de ce webinaire est fait notamment avec ILE, mais Armelle Damiano, qui en est sa directrice, va pouvoir nous en parler un petit peu plus en détail tout à l'heure. Et je remercie d'ores et déjà GRDF et Boréa Recrutement justement d'être présents avec nous aujourd'hui. Voilà, on nous parle beaucoup en ce moment du monde d'après, hein, rapport au contexte sanitaire que vous connaissez. Je ne vais pas vous faire le dessin. Le Green Deal, la relance par l'écologie, les énergies vertes. L'idée de ce webinaire est justement de vous proposer une lecture de la dynamique d'emploi qui s'annonce avec le développement de la filière biogaz, avec justement un focus particulier sur les pays de la Loire. Quand on parle de transition énergétique, malheureusement, on ne parle pas assez de gaz. C'est l'objet de ce webinaire de montrer les dynamiques aussi qui s'opèrent sur la transition énergétique sur le gaz. Donc, Anne Laferrerie va nous présenter cette étude-là qui a été sortie l'année dernière en faisant ce focus justement en fin de présentation, de commenter sur les pays de la Loire. Après, on prendra une approche un peu plus pragmatique, justement en recueillant les témoignages d'un recruteur à travers la personne de Jean-Philippe Burtin. Et puis aussi une approche aussi retour d'expérience d'un professionnel du secteur biogaz, un formateur justement dans un établissement des Pays de la Loire qui voilà, forme aujourd'hui des apprenants sur la gestion d'une unité de méthanisation demain. Voilà, ça s'affiche sous vos yeux. Avant de vous proposer, justement, avant de donner la main à Armelle Damiano, qui va introduire un peu ce webinaire aussi dans un contexte de la méthanisation au Pays de la Loire, je vous fais un tout petit brief technique pour que vous ayez les infos. Vous qui êtes inscrit derrière votre écran, vous n'avez pas la possibilité d'utiliser votre micro, et c'est une très bonne chose aussi, ça évite notamment d'avoir des bruits parasites. Toutefois, vous avez la possibilité, normalement, sur votre droite, vous avez un petit pictogramme qui représente normalement un peu l'interrogation, une question, qui vous permet de poser des questions directement sur le chat. Donc, je vous remercie aussi, dans le cadre de vos questions, d'essayer de nommer la personne à qui s'adresse la question. Vous voyez, il y a plusieurs intervenants devant vous, juste pour qu'on se retrouve bien. Dans la pratique, peut-être que les intervenants répondront peut-être en cours de webinaire, mais l'idée est de garder du temps en fin de webinaire pour répondre à l'ensemble des questions, si c'est possible, justement, en fin de webinaire. Et voilà, ça va forcément être un peu plus simple. Vous avez également un petit pictogramme normalement sur votre droite qui représente un fichier qui vous permet de télécharger notamment la présentation qui va vous être déroulée tout au long de ce webinaire, et puis également un document sur un organisme de formation avec lesquels Métatlantique est partenaire, si vous souhaitez en savoir plus. Et ça, ce sera plutôt détaillé par Jérôme Bécaud en fin de webinaire. Voilà, le timing est assez serré. Ça va être assez dense et rythmé. L'idée de vous libérer entre 12h15 et 12h30, justement. Voilà, on va faire pour pouvoir respecter ce timing. Voilà, je vais proposer à Armelle de prendre la relève sur la suite, enfin sur le début du webinaire.
Armelle, est-ce que tu es présent? Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Effectivement, merci Mickaël d'avoir introduit ce webinaire qu'on a effectivement travaillé ensemble aussi pour montrer que derrière ces unités de méthanisation en région, il y a bien sûr un gros enjeu de développement de l'emploi et de la compétence. Donc, c'était aussi dans l'idée de valoriser cette étude que GRDF a lancée il y a une petite année maintenant et de pouvoir en tirer peut-être des enseignements, des discussions à l'échelle régionale. Donc pour ça, rapidement, en fait, l'idée de mon intervention dans le cadre du plan biogaz, c'est de rappeler que régulièrement, on publie les chiffres clés de la filière et donc ça montre la dynamique de la filière en région Pays de la Loire. Donc à janvier 2020, on avait 87 unités de méthanisation en fonctionnement en région des Pays de la Loire, mais il faut considérer que essentiellement les 3 premières colonnes ont une véritable dynamique depuis maintenant une dizaine d'années. C'est sur ces colonnes, sur les typologies de méthanisation à la ferme, centralisée, c'est-à-dire avec une unité dédiée avec en général plusieurs actionnaires de nature différente, et puis celle des collectifs agricoles qui finalement font vivre le développement de cette filière. Donc on a une dynamique d'une quinzaine de mises en service nouvelles par an. Peut-être que ça va s'accélérer encore sur la fin de l'année 2020 et 2021, malgré peut-être le retard et la difficulté liée au coronavirus. En tous les cas, l'idée aussi de vous montrer la typologie en Pays de la Loire, même si vous la connaissez sans doute en tant qu'acteur régional, c'est de dire aussi que je pense que la question des profils en termes d'emploi et de formation va être aussi spécifique. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'unités de méthanisation de nature territoriale qui vont chercher à recruter des responsables d'exploitation, des techniciens de maintenance, et donc ils vont avoir aussi des besoins spécifiques. Si tu veux avancer sur la diapo suivante, je ne sais pas si c'est moi qui peux faire ça, je ne crois pas. S'il te plaît, merci. Voilà, donc dire qu'il y a, ça équivaut en énergie primaire à 70 kilotonnes équivalent pétrole, CATEP. Vous voyez que donc quasiment les 3/4 sont représentés donc par les 3 typologies que je vous ai citées précédemment. Et donc vous voyez une répartition entre 65 unités en cogénération, 11 unités en injection. Donc 65 plus 11, ça ne fait pas 87. Le reste étant valorisé en chaudière, donc c'est plutôt des installations historiques. Donc vous voyez la répartition par département de chacune des valorisations. Et donc, sur l'injection, on a doublé le nombre d'installations entre 2019 et 2020, et je pense que la dynamique s'accélère fortement. Donc voilà, c'est essentiellement ça que je voulais vous présenter en introduction. Et peut-être la dernière diapo, s'il te plaît, Mickaël, pour dire que toutes ces informations et des informations complémentaires voilà, sont disponibles sur le nouveau site internet Le Plan Biogaz, donc la filière carte et chiffres clés qui sont mis à jour tous les 6 mois avec également la liste détaillée des installations en fonctionnement. Voilà, je vais, comme l'a suggéré Mickaël, couper et mon micro et ma caméra, mais je reste parmi vous et si vous avez des questions, je serai là en fin de webinaire en particulier pour y répondre. Merci beaucoup Armelle d'avoir été concise pour introduire ce webinaire. On va tout de suite passer la parole à Anne Laferreri, chargée des développement du méthane GRDF national, voilà, qui va rentrer dans le cœur du réacteur, justement de ce qui nous intéresse ce matin, cette perspective sur l'emploi et le commentaire de cette étude. Merci. Merci. Alors donc du coup, merci Mickaël en fait pour cette opportunité. Quelques mots d'introduction en fait sur l'étude. L'étude en fait a été lancée en 2018 et je voulais rappeler le contexte. En fait, 2018, c'était l'année où également en fait la Cour des comptes avait sorti un rapport sur le soutien aux ENR en fait en mai.
en disant qu'il était nécessaire de clarifier des ambitions industrielles françaises au regard de la politique énergétique en fait qui se profilait. Mais c'est aussi l'année en fait où le Comité national de l'industrie en fait a mis en place un CSF dédié aux industries des nouveaux systèmes énergétiques, avec une des ambitions très fortes qui était de renforcer l'offre industrielle française sur le marché en des solutions pour la méthanisation. Donc du coup, s'est posé très vite la question à GRDF en fait de quel était l'impact de la filière biogaz sur l'emploi en France. Alors certes, il y avait déjà des études qui étaient sorties. La T2E du Club Biogaz en avait produit deux en 2011, en 2015. C'est vrai que l'ADEME aussi en fait produit régulièrement une étude marché-emploi dans le domaine des énergies renouvelables. Mais en fait, il faut bien admettre que la mise en perspective de ces résultats est souvent très délicate parce que l'échelle de temps, le périmètre et la méthodologie en fait diffèrent. Donc, on a éprouvé le besoin de poser, dans le cadre du GT Injection, nous, GRDF, la nécessité de disposer d'une vision plus actualisée sur cette externalité positive induite par le développement du biogaz en France, d'une part pour continuer à créer des conditions favorables en fait au développement de la filière, d'autre part pour avoir vraiment une étude utile à la filière qui l'aidait effectivement à se profiler et à se projeter dans les années à venir et qui montrait également en fait toute sa valeur ajoutée. Donc en fait, je vais passer, pardon Michael, en fait au slide 3, je crois. Bon, ça, c'était quelques mots d'introduction pour vous dire qu'on a travaillé avec un groupement d'entreprises l'étude a été réalisée par le cabinet de transition Innumérie, mais également par Philippe Quirion, en fait, de la société Smash, qui est un économiste-chercheur qui avait notamment scénarisé en termes d'emploi qui avait été produit par Negawatt. On a voulu faire appel vraiment à des compétences reconnues dans le domaine de l'analyse économique essentielle pour bénéficier d'une rigueur dans la mise en œuvre de l'étude et de résultats robustes sur lesquels vraiment on pouvait s'appuyer pour mettre en exergue cette retombée socio-économique. Donc je vais passer en fait au slide suivant. Je pense qu'il est intéressant que je vous parle un petit peu comment on a travaillé. Alors là, vous voyez, il y a un certain nombre d'acteurs qui ont été interviewés. On a travaillé avec des équipementiers, avec des développeurs, avec des représentants de collectivités, mais également en fait d'associations pour avoir la vision la plus large possible. Et on a tenu sur le slide suivant en fait à avoir une représentativité de périmètre également extrêmement large puisqu'on a mené l'étude à la maille France avec des résultats nationaux, mais également des résultats qu'on a tenu à produire à la maille de chaque région administrative. Alors, sachant qu'on a exclu les DROM pour une question de manque de précision des données de l'INSEE, l'étude porte à la fois sur les emplois directs et indirects, et à la fois sur les deux voies de valorisation, on va dire, majeures qui existent dans le domaine du biogaz, qui sont l'injection et la cogénération. Bon, on a exclu la chaleur, on n'avait pas suffisamment en fait de données disponibles. On a travaillé, je vous en parlerai après, à définir sur les 6 typologies d'installations qui permettent de produire du biogaz par méthanisation ou captation en fait sur des charges. Donc ça fait au total finalement 12 types d'unités qu'on a étudiées. Ce qui n'est pas dans le périmètre de l'étude, et j'insiste, puisque l'étude porte vraiment sur la conception, la construction et l'exploitation des unités de méthanisation ou de captation. Donc, ce qui n'est pas, c'est tout ce qui a trait à l'usage de l'énergie en fait produite, donc c'est la production et valorisation sous forme d'usage de mobilité, le bio-GNV, mais également tout effet d'entraînement qu'on pourrait avoir sur les secteurs des bâtiments, de l'industrie, par un effet de maintien ou de développement déjà des usages gaz traditionnels qui sont dedans. Et également, on parle bien de méthanisation, on a exclu effectivement tout le développement du gaz vert qui pouvait être produit avec le développement de la gazéification et de la méthanation. Donc voilà. Et puis pour une question de facilité également, on a exclu les emplois induits. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus difficiles à quantifier, parce que ce sont vraiment des emplois qui sont créés ou soutenus par les consommations des personnes qui
occupent elles-mêmes des postes d'emploi directs ou indirects. Donc vraiment, c'est important d'avoir ce périmètre en tête, en fait, pour comprendre les résultats de l'étude. Sur la méthodologie elle-même, en fait, je vais passer au slide suivant. On a tenu, en fait, à mener une étude de ce qu'on appelle de contenu en emploi. Alors, certes, on a d'abord fait une étude bibliographique, en fait, un diagnostic, où on a regardé les données qui étaient disponibles, données notamment aussi également en termes de coûts, mais également les objectifs qui étaient les ambitions que se fixaient les différents acteurs de la filière, les ambitions qui étaient fixées par les pouvoirs publics, soit dans la loi de transition énergétique ou ce qui se profilait dans les orientations de la PPE. Et on en a déduit en fait des variables clés qui allaient nous permettre d'alimenter des scénarios de développement du biogaz, sachant que par rapport à une variable, il peut y avoir plusieurs options d'évolution possibles. Je vais reprendre un exemple. On peut se dire que sur la variable unité de méthanisation en zone rurale, est-ce qu'on va assister à une multiplication des unités de méthanisation agricole autonome ou au contraire, plutôt un désengagement de cette typologie au profit d'unités plus territoriales. Exemple en fait de raisonnement qu'on a tenu. Donc, on a ensuite travaillé à 3 scénarios de développement de la production de biogaz entre 2019 et jusqu'à 2030, qu'on a établi année par année. Et puis, on s'est attelé pour pouvoir effectivement traduire ces scénarios qui s'expriment en térawattheure en emploi équivalent temps plein, à comprendre et à modéliser vraiment la chaîne de valeur de la production du biogaz aux prises des différentes catégories d'activités et des coûts qui étaient associés. Et au regard, effectivement, on va dire, de l'ensemble des investissements et des dépenses qui sont relatives pour développer ces installations que l'on a étudiées, je vous ai dit 6 typologies fois 2 voies de valorisation, on a cherché à traduire ces investissements en emploi en recourant en fait à un ratio qui est le nombre d'emplois ETP par million d'euros investis. Et pour ça, en fait, c'est là où les économistes vraiment sont nécessaires. On s'est calé, en fait, on s'est référé au poste en fait de la nomenclature en fait française, INSEE, pour vraiment traduire des dépenses en emploi. Voilà, ça c'est pour la compréhension en fait de l'étude. Donc on a travaillé sur la base d'un outil qui existe déjà, qui s'appelle PET, pour vraiment transition écologique, emploi, transition écologique en territoire et emploi, qui a été mise en place par Philippe Quirion pour le compte à la demande de l'ADEME et du réseau Action Climat. Voilà, donc à retenir maintenant sur les variables clés, il y a vraiment une variable dont je veux vous parler, je vais parler sur le slide suivant, c'est les mécanismes de soutien. C'est vraiment la variable principale qui a permis de discriminer en fait les 3 scénarios que nous avons établis. Pourquoi? Parce que du mécanisme de soutien va découler en fait le développement de différentes en fait, types d'installations de manière plus ou moins prééminente et finalement aussi des usages en fait les plus soutenus au détriment finalement d'usages qui le seront moins. Sur les disponibilités des entrants, par exemple, qui peut être aussi une autre variable en fait, dans nos 3 scénarios, on a à chaque fois fait le pari on a pris l'hypothèse plutôt que le mix d'intrants ne variait pas ni dans le temps entre 2019 et 2030, ni d'un scénario à un autre. Évidemment, on aurait pu complexifier l'étude et apporter différents amendements, mais on reparlera effectivement de la manière dont on a travaillé les scénarios en fait à la maille régionale. Et finalement, on a eu aussi en tête le critère acceptabilité sociale, qui est quand même un critère beaucoup plus, on va dire, mou, moins palpable. Mais forcément, ce qu'on constate, c'est que plus les unités vont être de taille importante et plus c'est difficile, effectivement, qu'il y ait une bonne appropriation en fait, de ces unités. Mais à contrario, on peut se dire que la multiplication de petites unités n'est pas non plus souhaitable de manière à panacher les territoires, sachant que certains territoires sont déjà saturés au niveau en DENR, je pense notamment avec la configuration éolienne. Sur le slide suivant, juste brièvement pour vous montrer les unités en fait sur lesquelles on a travaillé. C'est pas évident d'établir en fait un profil type d'unité de méthanisation agricole, que ce soit autonome, territoriale,
On a travaillé en fait de manière cohérente sur les débits et les tonnages pour rester effectivement proche d'une autre étude qui nous semblait important de mettre en perspective, qui est celle d'ENEA sur les leviers de compétitivité du biométhane. On a travaillé également sur la base des retours terrain et des dires d'experts. Alors, bien évidemment, il n'y a pas qu'une seule typologie, en fait, de tonnage et de débit. Voilà, il fallait prendre effectivement une hypothèse. On est parti sur celle-ci pour l'injection et la cogénération. On a également sur le mix entrant, parce qu'on me posera peut-être la question, pas retenu dans ce mix en fait de culture principale. Pourquoi? Parce que c'est un parti pris d'étude et que ça ne correspondait pas au moment où on a fait l'étude à ce que GRDF voyait dans son portefeuille d'affaires de projets qui venaient se développer. Voilà, je vais en venir maintenant au scénario en fait de croissance de développement du biogaz sur le scénario, sur le slide suivant en fait. Donc 3 scénarios très différents. Le premier qui correspond aux courbes vertes a finalement qui s'inscrit en fait dans les objectifs qui avaient été annoncés, on va dire, qui se profilaient début 2019 par le projet de programmation pluriannuelle de l'énergie. Donc on voit en fait une courbe qui est relativement plus modérée, qui permet de sortir à 2030 un petit peu moins en fait de 30 TWh PCS, dont 18 TWh injectés. Voilà, c'est un scénario qui prévoit un développement finalement relativement rapide des projets d'injection les premières années, et puis finalement on va le voir après quand je vais le détailler pour l'injection, finalement une courbe quand même plus continue mais modérée. Le deuxième scénario, qui est le scénario dit filière gaz, qui finalement en fait, autant le premier pourrait correspondre peut-être à 7% de gaz renouvelable consommé dans la consommation globale de gaz à horizon 2030, autant le deuxième c'est plutôt 10% sur lequel en fait on avait voulu travailler, et ce qui correspondait en fait à la PPE telle que elle avait été mise en œuvre et telle que l'on en disposait en fait encore en fait en 2018. Voilà. Et on avait voulu travailler donc ce deuxième scénario en fait repose sur des tendances de développement que finalement on a constatées nous au sein de la filière biogaz. Et le troisième scénario, en fait, repose sur un développement beaucoup plus accéléré et soutenu du biogaz. Justement, on va le voir, en fait, si on peut passer sur le slide d'après, je vais parler des profils en injection. En fait, les mécanismes de soutien, en fait, donc j'ai dit, en fait, qui était la variable principale, vont être plus favorable finalement en fait au soutien en fait on va dire de la filière du développement des unités de méthanisation. Donc pour l'injection, on a travaillé 3 scénarisations différentes, effectivement, qui découlent en fait des grandes courbes effectivement que je vous ai présenté premièrement. Donc le scénario PPE, effectivement, je vous ai parlé en fait des mécanismes de soutien. On s'est fait le pari d'une baisse du tarif d'achat de 30% d'ici 2023, ce qui est quand même somme toute assez brutal, et on le voit en fait, il y a une précipitation des porteurs de projets à bloquer leurs tarifs avant une baisse effective en fait des tarifs d'achat, d'où un peu à partir de 2023 un effet de palier où on voit l'émergence des unités qui vont un petit peu stagner entre 2022 et 2024. Et on a fait le pari effectivement d'une reprise politique, une nouvelle impulsion en fait qui serait donnée pour justement permettre d'atterrir en fait à 18 TWh en 2030. Globalement, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un scénario qui correspondra peu ou prou à 1000 unités de méthanisation en injection en fait en 2030. Globalement, dans ce scénario, ce qu'on note, en fait, si vous regardez les coupes de couleurs, c'est une prépondérance relative des unités agricoles territoriales et industrielles territoriales, une part néanmoins non négligeable des unités agricoles autonomes qui se préservent, et puis surtout une accélération de l'injection sur des sites de biodéchets, de déchets ménagers, sachant qu'il y a un développement plutôt continu sur les stats, et finalement le marché des SDMD atteint assez vite en fait sa maturité.
Voilà. Sur le deuxième scénario, en fait, filière gaz. Donc là, je vous ai dit, ça repose sur des tendances de développement, en fait, qu'on avait constatées. Le point de sortie, c'est plutôt 48 TWh au global PCF, dont 38 injectés à horizon 2030. Et par rapport au scénario PPE, finalement, le scénario filière gaz repose sur un développement continu mais modéré de l'injection de biométhane. Alors, pourquoi rendu possible par finalement un adoucissement des mesures annoncées dans la PPE. On voit que le modèle agricole territorial est prépondérant d'une baisse plus relative en fait de la trajectoire des tarifs d'achat. Donc on s'est dit moins 30% à horizon en fait 2030. Et puis il y a une baisse en fait, finalement, somme toute, il y a un développement plus modéré en fait sur l'agricole autonome, du fait finalement d'une baisse relative des mécanismes de soutien. On s'est dit aussi que la mise en place du système d'appel d'offres pour les unités de méthanisation en injection allait mécaniquement entraîner un effet de seuil qui allait favoriser le développement des installations plutôt agricoles territoriales, dont la capacité de production serait la plus proche de ce seuil. Donc, qui n'est pas encore effectivement statué à date. On avait entendu en fait beaucoup de choses sur le sujet. Et donc, on était parti plutôt aux alentours de 15-20 gigawattheures en fait dans nos hypothèses. Et le troisième scénario, en fait, finalement, c'est un développement plus accéléré et plus soutenu en fait du biogaz qui permettrait de consommer 60 TWh de biogaz en 2030, dont en fait en injection en fait 50 TWh, et donc on voit qu'il y a un développement fort de l'injection par les installations de type agricole, autonome et territorial. Et donc vous voyez bien, on passe entre le premier et le deuxième scénario, il y a une amplitude à peu près de 2000 installations de méthanisation en 2030 et un écart en fait assez important en termes de térawattheures injectés pour 2000 installations de prix. Si on peut passer très vite sur le slide d'après, sur la cogénération. Alors pour la cogénération, en fait, les hypothèses qu'on a prises en fait sont les mêmes pour les trois scénarios, à savoir, on s'est dit il y aura un développement continu mais plus limité, que la croissance elle a été tirée essentiellement en fait par le modèle agricole territorial, sachant que effectivement pour l'agricole autonome, certes il reste présent, mais finalement seuls les petites cogés qui sont loin du réseau vont pouvoir assez facilement vont pouvoir se développer, et pas forcément facilement dans la mesure où il y a toujours la question d'atteindre un équilibre économique. Donc on a fait le pari aussi, on s'est dit en fait que le développement sur les steppes serait plutôt nul, je vais m'exprimer comme ça, dans la mesure où finalement l'injection apparaissait moins coûteuse et plus rentable. Et puis vous voyez toujours en fait le marché en fait qui est DND, je vais dire plutôt en régression. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, en fait, cette scénarisation en fait nous a permis, et la traduction en fait en équivalent ETP nous a permis de calculer en fait l'état des lieux 2018. Donc si on passe au slide suivant, finalement qu'est-ce que j'en retenais pour le constat, d'où on partait par rapport au nombre d'installations qui étaient déjà en fait en production en France, donc soit cogénération mais également en fait injection à fin 2018, c'est que finalement en fait on pouvait afficher un petit peu plus de environ 4000 emplois directs et indirects, que j'exprime en termes de TP, dont environ 4500 en fait d'emplois directs, qui s'appuient sur environ 500 entreprises françaises qui constituent vraiment le tissu industriel français du secteur en fait de la filière biogaz, et que ces 500 entreprises ont généré, dire 4000 emplois en fait, ont généré 695 millions d'euros en termes de production française du fait des dépenses d'investissement et d'exploitation de maintenance. Donc c'est pas mal d'avoir ce constat-là, surtout quand on remet en perspective en fait la capacité de production installée au prisme finalement d'un petit nombre d'emplois qui a travaillé dans ce secteur,
sachant que je vais passer au slide suivant là pour vous montrer les résultats à la maille nationale, donc dans une dynamique de vision à horizon 2030, sachant que finalement de ces 4000 emplois, en fait, on pourrait en 2030 avoir une multiplication par 4, par 8 ou par 13, dépendamment en fait du scénario qui pourrait s'exprimer en fait au plus des orientations énergétiques définies par les pouvoirs publics. Alors évidemment, en fait, on avait lancé cette étude en amont, mais également en fait pour nourrir les débats liés à la PPE, à la nouvelle PPE, à la PPE actuelle. Et finalement, on retient qu'à horizon 2030, la filière pourrait facilement atteindre et procurer 50 000 emplois, soutenir et créer 50 000 emplois. Donc, vous voyez, c'est non négligeable. Dans les différents scénarios que vous voyez en fait sur les courbes, ce qui est intéressant de voir, ce sont les emplois permanents qui sont vraiment liés à l'exploitation et à la maintenance, qui sont en fait dans chacun des scénarios les barres qui s'expriment en plus clair en fait, des emplois permanents liés à la gestion des entrants, liés à la maintenance, liés à l'exploitation, liés aux prestations de contrôle, d'analyse, etc. Ce que l'on voit, c'est que l'impact d'un scénario et des orientations énergétiques qui peuvent être prises vraiment va être contraignante et pénaliser finalement en fait, on va dire priver un peu la France en termes d'emploi. Et l'effet palier dont je vous parlais, qu'on avait travaillé dans le premier scénario que j'ai appelé PPE, ben on voit finalement en fait entre 2021 et 2023 quelque part, on a 4000 TP en moins qui ne seront pas là, qu'on ne peut pas finalement soutenir ou créer du fait que les investissements seraient plus ralentis. Voilà. Majoritairement, ce que j'en retiens aussi en fait de cette étude, c'est que globalement 60% en fait des emplois qu'on regarde, en fait, je fais une grande moyenne et qu'on regarde les 3 scénarios, des emplois créés et soutenus sont des emplois directs en fait, et qu'environ 2/3 des emplois dont je vous parle là sont liés vraiment à l'exploitation et à la maintenance en fait des unités de méthanisation. Donc ce sont vraiment des emplois qui sont mobilisés sur de longue période, ce sont forcément des emplois qui sont locaux et donc du coup, je l'avais dit aussi, mais permanents. Et pour moi, si vous voulez, en fait, ce qui était important en fait à l'époque où j'avais fait des études, c'était de montrer que finalement, si on se cantonne à une trajectoire en fait de référence, eh ben on abandonne un peu l'opportunité de créer au prix de, j'ai dit 1000 et 3000, hein, de 2000 méthaniseurs en plus, 20 à 30 TWh de biogaz finalement en France. Donc finalement, c'est d'autant aussi une capacité de contribution à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais c'est aussi un déficit finalement d'emploi qui est non négligeable, et notamment entre 10 000 à 20 000 pour moi ETP pérennes. En fait. Alors là, ce sont des résultats à la maille France. Évidemment qu'on a mené l'étude, on a aussi, pour regarder les dépenses d'investissement, pris des hypothèses sur des gains de productivité, donc de 1% par an sur les investissements, d'un petit peu moins de 1% en fait sur l'exploitation maintenance. Voilà. Et alors, sur le slide suivant, en fait, ce que je voudrais mettre en exergue, c'est que les emplois directs dans la méthanisation sont majoritairement situés, donc là, sur les activités d'exploitation maintenance, mais également, en fait, sur des emplois liés à l'approvisionnement, en fait, des introns, et notamment liés aux cultures, à l'approvisionnement des cultures intermédiaires à vocation énergétique, qui sont aussi des introns qui viennent sécuriser finalement l'alimentation des méthaniseurs, si je parle d'un point de vue montage de projet, mais également des emplois liés en fait à la fabrication des équipements en fait et à leur pose. Et donc du coup, voilà, on a avec une vision 3 à 4 emplois directs. Alors, c'est une moyenne France, en fait.
qui sont créés par installeur, emploi ETP, pardon, je précise, c'est important, créés par installation qui est liée finalement à l'exploitation maintenance. Donc on se retrouve en fait un peu dans une bonne moyenne de ce qu'on constate également dans certaines autres énergies renouvelables. Maintenant, quand on regarde en fait la répartition des emplois à la Maille France, si on passe sur le slide suivant, donc là c'est une vision que je vous ai donnée à horizon 2030 en fonction des 3 scénarios en fait que l'on a travaillé. Alors, premier élément d'éclairage, quand on a voulu passer d'un scénario national à un scénario régional, on a dû partir effectivement sur des hypothèses puisque toutes les régions n'avaient pas affiché leurs ambitions en matière de développement des gaz verts. On ne pouvait pas faire bottom-up, voilà. Donc on a plutôt travaillé top-down par rapport aux scénarios nationaux. Donc la régionalisation, en fait, on l'a établie. On a regardé la dynamique des projets qu'il y avait en cours et pour ça, on a regardé ce que GRDF avait enregistré dans des projets, en fait, dans sa base de suivi des affaires, donc des projets déjà émergents au stade d'émergence qui étaient en cours de qualification. Alors en cours de qualification, alors soit émergent, soit au stade de l'étude de dimensionnement, soit au stade de l'étude détaillée, ou avec une unité en construction, ou au contraire, qui injectait déjà. Voilà. Non seulement on a regardé en fait cette dynamique de projet, mais pour affiner et avoir une vision précise, on a regardé vraiment quelle était la capacité d'injection de ces projets. Donc on a vraiment regardé leur Cmax et on a toutefois cherché à pondérer celle-ci au regard de la probabilité d'aboutissement en fait des projets. Évidemment, un projet entre le fait qu'il soit en émergence ou le fait qu'il soit déjà en état détaillé, vous n'avez pas la même probabilité. Donc je vous donnerai en fait derrière des éléments en fait pour la maille Pays de Loire. Et deuxième point, ce qu'on a regardé, alors ça c'est pour la première période 2019-2023 parce qu'on pouvait avoir une vision précise, mais pour la deuxième période 2024, j'ai envie de dire, et 2030, là on a vraiment cherché à travailler avec les gisements potentiels qui pouvaient être mobilisés dans la région. Et là, on s'est basé surtout sur l'étude en fait de Solagro pour prendre en considération en fait ces gisements. Et donc, on voit bien sur cette cartographie que les Pays de la Loire ressortent forcément, quand je prends le scénario optimisation des potentiels, de manière assez prépondérante en France. Il ressort également effectivement dans le scénario qu'on a travaillé pour la filière. Et effectivement, quand on a une vision de trajectoire de référence finalement plus contrainte en fait dans le soutien à l'émergence, on a plutôt une uniformité en fait, on va dire en France. Si on regarde en fait maintenant en fait les données plus pour les Pays de la Loire, si on peut passer en fait sur le slide suivant, je vous ai mis quelques données en fait d'hypothèses qu'on a considérées. Donc les Pays de Loire en fait, on a décomposé, je vous le disais, les scénarios de transition énergétique, enfin de production énergétique sur lesquels on a travaillé. Et donc vous voyez les chiffres, on s'est dit à peu près entre 2,5 à quasiment 6 TWh en fait de biogaz qui pourrait être produit, dont largement un petit peu plus de la moitié, voire largement plus de la moitié en fait en injection en fait pour les 3 scénarios. Et quand on regarde en fait, on a regardé, je vous ai dit, la dynamique de projet en cours par rapport à ce que GRDF avait dans cette base des affaires. Alors on a regardé pour toutes les régions administratives, voilà. Donc sur 100%, on s'est dit, voilà, dans les Pays de la Loire, en fait, notre vision, c'est qu'on avait majoritairement de l'agricole territorial, donc à date, en 2018, qui se développait. On avait également de l'agricole autonome, un petit peu, effectivement, moins, en fait, d'unités qui allaient dans le développement industriel territorial, en fait, biodéchets. Voilà. On a regardé également les potentiels de gisements mobilisables et c'est en ça aussi que en fait la Pays de Loire fait que beaucoup ressorti sur le scénario d'optimisation. On a regardé quels étaient les potentiels en matière de résidiculture, en matière de déjection d'élevage, de résidus d'industrie agroalimentaire et des biodéchets. En fait. Donc voilà, là vous avez vraiment en fait les chiffres clés, sachant qu'évidemment quand vous travaillez sur un profil agricole autonome, qu'est-ce qui va drainer, plutôt quel est le gisement qui va drainer
votre unité, ça va plutôt être les pourcentages de déjection d'élevage. Sur le data territorial, vous avez plus un mix d'entrants, donc à la fois des cultures intermédiaires, de résidus de culture, etc. Donc je vous ai parmi tout le détail, mais je suis à votre disposition si vous voulez en fait en discuter. Et si on regarde maintenant les résultats en termes d'emplois générés en matière dans les pays de la Loire, sur le slide suivant, donc le constat qu'on avait fait en fait en 2018, c'est qu'il y avait un peu plus de 400 emplois ETP directs et indirects, et que effectivement on pourrait, avec un scénario de quasiment 6 TWh, donc 5,8 à horizon en fait 2030, avec le scénario d'optimisation potentielle, aller toucher, créer et soutenir jusqu'à quasiment 6500 emplois. Évidemment, en fait, les parts de proportion, vous voyez, entre l'injection et la cogénération évoluent, mais c'est logique. Je vous ai dit, on a pris le parti d'avoir un scénario continu mais modéré et qui reste stable en fait pour la cogénération, que ce soit pour PPE, pour la filière gaz ou l'optimisation des potentiels. Mais ce qui explique effectivement qu'à horizon 2030, en fait, on a majoritairement en fait d'emplois qui portent en fait travaillent et touchent sur la filière en fait, sur la voie de valorisation injection. Et on a là encore, vous retrouvez 60 emplois, 60% plutôt d'emplois directs et une bonne part dans les emplois locaux en fait, non délocalisables dans ces mêmes emplois directs. Voilà. Vous avez en fait, quand on regarde la chaîne de valeur du biogaz, en fait, une répartition d'emplois qui correspond à ce que je vous ai dit tout à l'heure, donc qui est majoritairement drainée par les équipements, la pose des équipements, la gestion des entrants et l'exploitation maintenance. Vous voyez effectivement 29%. Voilà pour les résultats en termes de pays de Loire. Et donc du coup, moi, ce que j'en retiens en fait de cette étude, c'est que finalement, la filière du biogaz, elle a un énorme potentiel en fait de développement, y compris en termes de retombées socio-économiques. Mais que face à ce dynamisme, en fait, il y a quand même des enjeux très forts qui s'expriment, des enjeux de recrutement, parce que, voilà, il y aura des besoins de compétences, Armelle l'a dit, en responsable d'exploitation, en technicien de maintenance. Il y a des besoins de travailler aussi sur l'attractivité, en fait, des métiers, parce que finalement, c'est un secteur d'activité qui est quand même relativement encore nouveau. Et le cabinet de transition avait estimé en fait que fondamentalement il y aurait entre 300 et 1800 personnes finalement à former dans le domaine des études et entre 5000 et 12 000 dans le domaine de l'exploitation maintenant d'ici 2030. Voilà. Et j'ai envie de dire sous peine de sous-exploiter finalement le potentiel de la filière. Voilà. Bon, j'ai essayé de tenir dans les délais, mais je crois qu'on va poursuivre la discussion maintenant en fait sur les emplois en fait, mais au prisme des compétences peut-être. Merci beaucoup Anne Ferreri, c'est très, très précieux d'avoir votre commentaire de cette étude. Hein. C'est tellement plus intéressant, parlant de pouvoir vous entendre expliquer et commenter le contenu de cette étude avec effectivement beaucoup d'enjeux, vous l'avez dit. L'idée maintenant est de passer sur une approche voilà, aussi très pragmatique. Hein. Justement, on a proposé à Jean-Philippe Burtin du cabinet Borea de répondre à quelques questions justement sur son approche aujourd'hui du secteur. Donc, on va faire un petit peu une forme d'interview, justement. Je vais poser quelques questions à Jean-Philippe Burtin. Et merci encore, Anne, d'avoir respecté aussi le timing. C'est parfait. On devrait faire pareil. Oui, merci. Donc, Jean-Philippe Burtin, l'idée est surtout de vous introduire. Le cabinet Borea, en quelques mots. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Eh ben, avec grand plaisir. Bonjour à tous, tous ceux qui nous écoutent, et puis aux acteurs et aux futurs employés et employeurs du secteur du biogaz, parce que aujourd'hui, Borea, en quelques mots, j'ai fondé un cabinet il y a 5 ans, fin 2015, pour être un acteur des énergies renouvelables. Et bien sûr, on entend dans l'énergie renouvelable, on voit du solaire, on voit de l'éolien,
Mais aujourd'hui, la spécificité de Borea, c'est d'être un acteur très marqué, méthanisation, biogaz, biométhane, un petit peu hydrogène, on ne va pas échanger sur ce sujet aujourd'hui, mais et puis sur la partie, tout ce qui va être traitement de déchets, c'est pour ça que ça a été créé. Aujourd'hui, c'est 4 personnes, on est basé à Paris, on travaille pour nos clients français et étrangers, donc beaucoup d'acteurs aussi dans la méthanisation sont étrangers, des Allemands, des Italiens, on peut dire des Pays-Bas aussi, et donc on les accompagne dans leur recrutement pour l'ensemble de la France, donc aussi bien dans le Grand Ouest, aussi bien dans les Pays de la Loire, que ce soit sur Angers, sur Nantes ou d'autres ou très belles villes du Pays de Loire. Le but, c'est de bien connaître ce que souhaitent nos clients. Voilà. Très bien. Donc, vous qui êtes un professionnel justement sur le terrain, comment est-ce que vous appréhendez l'étude là que Anne Laferronnerie vient de nous présenter? Vous pouvez en dire quelques mots? Aujourd'hui, déjà, merci à Anne pour cette étude de qualité et puis qui montre vraiment, je veux dire, dans sa globalité et puis avec un focus Pays de Loire qui est bien présent aujourd'hui, comme quoi on est dans une filière, ce que j'appelle moi d'avenir, et pourquoi Borea est aussi dans cette filière. Tout simplement, je suis aussi agriculteur en double activité, ce qui permet de bien connaître aussi les enjeux de la méthanisation au point de vue local, parce que quand on en a vu étant petit, eh ben voilà, les premières se montaient, donc on comprend mieux. Et aujourd'hui, cette étude, elle montre bien que le marché, moi je dirais carrément sur le côté optimiste. Parce qu'aujourd'hui, il va y avoir beaucoup de sites, il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup d'investissements, il y a beaucoup d'acteurs. Alors, de grands groupes, hein, aujourd'hui on travaille aussi bien avec des grands groupes de grandes filiales du CAC 40 qu'avec des très belles PME qui sont par des équipementiers, d'autres qui sont en ingénierie, d'autres qui sont dans l'épuration. Donc aujourd'hui, il y a vraiment une palette très large d'acteurs. Et donc cette palette-là, elle est de se dire, voilà, on a besoin de tout le monde. Et surtout, c'est que les projets, ça va se compter par centaines, par région. Donc aujourd'hui, cette étude, elle montre bien comme quoi la méthanisation, et ça j'en suis persuadé, c'est pour ça que Borea, c'est 40% des recrutements de Borea, c'est dans la méthanisation, c'est parce qu'aujourd'hui, c'est un des points de la transition énergétique et environnementale pour la France. On a la chance d'avoir beaucoup d'agriculteurs qu'il faut défendre et aussi de belles méta territoriales, bien sûr. Mais c'est voilà, et avec des emplois, on en reparlera tout à l'heure, qui sont locales et ça, je sais que c'est important aujourd'hui. Très bien. Justement, on l'a évoqué, vous l'avez dit, beaucoup d'acteurs, beaucoup de sites, beaucoup de choses qui se mettent en place. La filière biogaz est-elle aujourd'hui sous tension d'un point de vue de l'emploi? Qu'est-ce que vous imaginez des perspectives dans les prochaines années rapport aux chiffres qu'on vient de voir? Et puis l'idée, est-ce que vous avez un petit mot aussi particulier peut-être sur ce qui peut se passer en Pays de la Loire? Aujourd'hui, pour être concret, direct, et ceux qui nous écoutent, je pense que c'est ce qu'ils veulent entendre. Aujourd'hui, il y a plein d'avenir. Alors, veut dire sous tension, je dirais oui et non. C'est un peu une réponse, veut dire politique quand on dit ça, mais c'est aujourd'hui, ce qui est tendu, c'est que tout simplement les acteurs du développement, les acteurs de la maintenance, les acteurs de la construction de sites, ils souhaitent tous avoir quelqu'un qui ait déjà réalisé le métier pendant qu'au moins 3 ans, 4 ans d'expérience. Et un des problèmes aujourd'hui, c'est que faut plutôt former des jeunes ou créer des passerelles, et on le verra dans d'autres slides. Et voilà, c'est ça en fin de compte. Donc, c'est tendu parce qu'on est très exigeant et essayer de montrer comme quoi cette exigence-là nécessaire pour tout. Je veux dire, un patron de bureau d'études, quand il intègre deux nouveaux chefs de projet en biométhane, il a envie que la personne connaisse le biométhane. Et donc, c'est normal, c'est noble, sauf qu'à un moment donné, il faut dire intégrer des gens qui viennent de filières très connexes. Et ça, je pense, c'est ce qui va être vraiment, c'est ce qui va permettre de ne pas avoir ce problème de tension qu'on voit arriver très rapidement auprès de mes clients, parce que ils veulent des gens opérationnels, et mieux vaut prendre des gens qu'on va former à la méthode de la méthanisation, mais voilà, qu'ils ont une formation de base d'ingénieur agronome ou autre, ça suffira et ça permettra qu'ils soient opérationnels quand même, on va dire, en quelques mois. Voilà. Donc ça, c'est ce point de vue de tension, oui. Après, perspective, beaucoup d'emplois, c'est une filière d'avenir et sur, je vais dire, aujourd'hui, je prends un chiffre, on a des sociétés que l'on connaît. Alors, je ne vais pas citer mes clients ni des futurs clients du cabinet Borea, mais je veux dire, on prend, il y a certains
grands épurateurs français, ils sont passés en l'espace de quelques années, de 3 ans, de 30 à plus de 120. Automatiquement, ça crée de l'emploi, c'est l'emploi local. Donc, et tout ça, ça crée aussi des nouveaux emplois. Et aujourd'hui, juste pour faire un petit focus sur ces emplois, il y a beaucoup d'ingénieurs. Aujourd'hui, nous, dans le recrutement, on voit bien, c'était 60% en ingénieurs, 30% en techniciens et 10% en top management. Et donc, aujourd'hui, on va avoir un transfert, c'est-à-dire que dans les 10 ans qui vont venir, en ingénieur, on en aura toujours besoin, on va plutôt être sur du 40% d'ingénieurs, quasiment, je veux dire 40% en tech et 20% en des postes en responsabilité parce que ce sont des sociétés qui se structurent, donc automatiquement on prend des niveaux hiérarchiques. Voilà, avant il n'y avait pas forcément un directeur spécifique sur le BE, c'était un responsable plus, il y aura un directeur, il y aura un responsable, il y aura des adjoints, donc ça va se structurer, se hiérarchiser, donc beaucoup de postes à pourvoir. Et pour les Pays de Loire, aujourd'hui, un petit focus sur le Pays de Loire, aujourd'hui, sur Nantes, il y a des entreprises qui se sont installées, donc c'est-à-dire qu'il y a un potentiel, quand on s'installe en région, c'était un potentiel régional, donc sur la partie développement engineering, je pense à Nantes, et puis après sur des installations, on le voit bien, on est contacté par même des agriculteurs qui créent leur installation pour avoir des gens plutôt dans l'exploitation en direct, proche de Angers par exemple en particulier, et Le Mans. Super. Vous avez peut-être un petit peu répondu, mais l'idée, c'est peut-être de redétailler un peu plus. On évoquait ce qu'il y a des passerelles, justement, de compétences par d'autres filières. Vous l'évoquiez, le fait que ce n'était pas forcément sous tension, parce que ça arrive par ailleurs. Est-ce qu'on peut un peu détailler et justement rentrer un peu plus dans le détail de quels sont les profils de recrutement aujourd'hui et peut-être demain? Eh bien, tout à fait, on va essayer d'être un peu plus précis. Aujourd'hui, les passerelles que l'on essaye de mettre en avant, parce que c'est aussi nous, en tant que recruteurs du secteur, de montrer aussi à nos clients qu'on va trouver les compétences, puis il faut aller les chercher des fois juste à côté. Le milieu agricole est le plus proche. Donc, des gens qui font ingénieur agronome, qui ont fait, ou sur la partie technicien, des BTS agricoles en maintenance, automatiquement, c'est des profils très connexes et je veux dire plug and play, comme on dit dans le milieu. Et ça, je pense que on active pour qu'il y ait vraiment ces passerelles-là du monde agricole et des écoles d'agronomie. Après, toute la partie monde du déchet, des écoles du traitement de l'eau, ce sont des secteurs où du moins les process, les technologies, voilà, quand on a fait de la STEP, quand on a fait des stations d'eau potable, on sait que ça peut être complètement transposable. Les procédés sont très proches. Quelqu'un qui a fait ingénieur process, automatiquement après il y a juste quelques savoir-faire spécifiques. Donc ces filières-là peuvent venir et on incite les gens à faire ces passerelles-là. Et aujourd'hui, les profils de recrutement, je l'ai dit très rapidement, je pense qu'un profil qui va être le technicien, alors maintenance, ça va être, je veux dire, la denrée rare qui est déjà très rare aujourd'hui, mais encore plus demain, parce que de plus en plus d'installations, donc automatiquement de plus en plus de besoins, avec une spécificité où aujourd'hui on demande beaucoup d'itinérance. Ça, voilà, tous les acteurs de la filière ont ce point-là où on parle d'itinérance à grande région sur la France. Ça, c'est quand même des points très importants. Et aujourd'hui, je pense que l'optimisme, il est que de jeunes techniciens peuvent monter ingénieurs avec des formations parallèles. Et puis, de l'ingénieur, on peut avoir des postes à responsabilité. Et en 10 ans, beaucoup de postes vont se créer et beaucoup d'opportunités. Et je terminerai comme quoi l'opportunité se crée toujours par rapport à la valeur de la personne qu'elle va mettre dans son travail. Et ça, c'est pour moi la valeur numéro 1 qu'on dit toujours à nos clients, c'est qu'aujourd'hui, quelqu'un de bon, c'est quelqu'un avec un potentiel. C'est pas forcément l'expérience pile poil méta, mais il a le potentiel pour intégrer très rapidement, et surtout, intégrer et monter en compétences au sein de leur entreprise. Très bien. Donc justement, vous l'avez dit, beaucoup d'opportunités dans les prochaines années. Est-ce qu'aujourd'hui, la filière, elle est attractive pour de futurs candidats? Qu'est-ce qu'elle doit faire pour se rendre plus attractive? Je ne veux pas répondre à la question à votre place. Je dirais qu'on a besoin de tout le monde, d'Armel, de Anne, de vous, Mickaël, vraiment de tout le monde, de Jérôme, parce qu'en fin de compte, aujourd'hui, quand on parle d'énergie renouvelable, nous on travaille sur l'ensemble de l'énergie renouvelable. Et la plupart des gens, même des ingénieurs, on parle d'éolien solaire. Donc en fin de compte, la communication, c'est de montrer que la méthanisation, pour moi, c'est tout simplement 3 points très importants qui sont, c'est une économie circulaire locale, c'est un emploi
de proximité et c'est une énergie verte très proche du consommateur. Parce que quand on fait du biométhane, au bout du compte, si on est chauffé au gaz, on se dit voilà, c'est ce qui est produit à 10 km de chez moi, vient chez moi. Donc, ce qui veut dire que, mais il faut le montrer. Et aujourd'hui, moi je le vois par rapport aux autres secteurs, parce qu'on expose à Biogaz Europe et ça montre bien comme quoi les Pays de la Loire sont forts parce qu'on va à Nantes tous les 2 ans, donc c'est hyper important. On voit bien aussi cette intégration. Mais par rapport à, on fait des colloques dans le solaire ou dans l'éolien, qui sont beaucoup plus médiatiques. Et donc, je pense que cette communication est un point où il va falloir tous les jours, hein, le cluster métatlantique en est la preuve. Tout ça, c'est de la communication nécessaire, de proximité, et qu'il faut actionner pour montrer aux gens comme quoi nous, demain, la méthanisation, c'est un des axes d'énergie renouvelable et surtout locale. Donc, pour les attirer comme ça, les jeunes candidats, et aussi dire les moins jeunes, ceux qui ont 35, 40 ans, 45 ans, en leur disant, vous savez que ça existe. Donc, beaucoup de pédagogie, beaucoup d'informations, de communication. Merci beaucoup. C'est vrai qu'on voit aujourd'hui, on en parle beaucoup sur cette génération un peu milléniale, comme on dit, il y a justement, on recherche de sens. Finalement, c'est peut-être un des sens à donner justement en communiquant mieux pour justement attirer ces nouvelles recrues sur notre secteur. Et voilà, on avait déjà une dernière petite série de questions qui va concerner peut-être un peu plus la formation. Est-ce que voilà, selon vous aujourd'hui, l'offre de formation actuelle, est-ce qu'elle répond bien aux besoins des entreprises, de vos clients? Et aussi, comment est-ce qu'elle doit pour vous se développer dans les prochaines années pour pouvoir assurer l'équilibre? Parce qu'effectivement, on a vu les chiffres. Ça, voilà, c'est quasiment. Il y a une courbe qui monte beaucoup, donc beaucoup de besoins. Est-ce que vous voyez un petit peu comment cette offre de formation doit pouvoir se développer? Aujourd'hui, il faut être franc, la formation, elle se met en place, c'est des nouveaux métiers. Chaque région met les moyens. Bien sûr, comme toute région, les moyens sont limités, c'est bien ça le problème. Et puis, aujourd'hui, voilà, des actions propres au Pays de la Loire. Alors, moi, je suis d'origine de Lorraine, donc, je connais par exemple sur une formation à l'EPL Agro de la Meuse, qu'on essaie de mettre en place, mais d'attirer des gens, des jeunes, c'est pas facile. Donc, on est vraiment sur un problème de communication parce que certains ont lancé dernièrement beaucoup d'acteurs de la méta pour avoir un diplôme de technicien maintenance itinérant pour l'exploitation de sites. Et aujourd'hui, les entreprises ont investi beaucoup dans cette formation. Et à ce qu'on a vu, les premiers retours, c'est qu'il manque un peu de candidats, malheureusement, parce qu'il y a tellement de besoins. Donc c'est bien ce qui est fait, c'est très bien. Donc, des actions très locales. Mais c'est surtout, en fin de compte, pour drainer beaucoup de candidats, donc de nouvelles compétences, leur montrer ce côté communication qui, pour moi, est la base de tout. Mettre en place, il y a beaucoup d'apprentissages qui se mettent en place. Et je dis aussi à mes clients de ne pas hésiter à prendre des jeunes en apprentissage. Je pense aussi des clés d'avenir, de former, d'intégrer ces jeunes-là dès le démarrage sur un projet. Et pour revenir un peu sur cette formation aux besoins, si on prend les Pays de la Loire et on parlait, si je me dis qu'il y a 300 sites en injection dans les 8 prochaines années, on a sur les Pays de la Loire 300 sites en injection ou en COGé, hein, on va même prendre la COGé. C'est 900 emplois juste pour l'exploitation. C'est 3 personnes, toujours un responsable de site, toujours un adjoint, toujours un technicien. Et en plus, c'est des postes qui sont évolutifs parce qu'un technicien peut devenir responsable de site parce qu'avec l'expérience. Donc, tout ça, ce sont des gens qui vont aussi avoir besoin de formation durant leur cursus pour apprendre, dire sur la partie des intrants, sur la biologie, un technicien, tout ça, il va se former. Donc, ce sont des formations qui sont en train de se mettre en place et qui vont être hyper importantes dans l'évolution de la filière. Aujourd'hui, je pense qu'il faut encore en faire, ça c'est sûr. Il faut en donner les moyens. Beaucoup d'entreprises investissent dans ça et les organismes publics aussi. Donc, je dirais que c'est très bien ce qui est fait et il faut qu'on accélère. Ça coupe un petit peu, Jean-Philippe. Et qu'on prouve comme quoi la méthanisation, surtout, est un acteur de l'emploi de demain. Super, ça a coupé un petit peu sur la fin. J'espère que tout le monde a pu bien entendre. Merci, merci beaucoup de ce témoignage, Jean-Philippe Burtin. Alors, il y a les coordonnées de email, notamment de Jean-Philippe Burtin. N'hésitez pas.
si vous avez besoin de rentrer plus dans le détail de certaines de ces questions à les poser. On a terminé en parlant justement de votre vision de la formation. Ça nous permet de switcher en proposant une intervention de Jérôme Bécaud. Aujourd'hui, effectivement, en Pays de la Loire, on a principalement aujourd'hui 2 formations, justement autour de certificats de spécialisation, responsable d'unité de méthanisation agricole, dont va nous parler Jérôme. Une première formation, effectivement, qui a lieu à l'IREO des Herbiers. Aujourd'hui, Jérôme va pouvoir nous détailler, et une formation plus récente là, qui est en train de s'ouvrir justement à l'Agricampus de Laval. Je crois que certaines personnes du corps enseignants de cette école sont présents aussi aujourd'hui. On évoquait la notion justement d'attractivité. Voilà, je sais que l'Agricampus Laval a dernièrement sorti une vidéo justement à destination de futurs candidats notamment. Donc voilà, ça fait partie des éléments aussi importants pour pouvoir rendre cette filière plus attractive. Donc évidemment, je vais donner la parole à Jérôme Bécaud qui va rentrer un peu plus dans le détail, de nous montrer voilà ce qui se passe aujourd'hui dans le secteur de la formation, ce qui est réalisé notamment avec l'IREO. Jérôme, je te laisse prendre la parole et te présenter. Bonjour à tous, donc Jérôme Bécaud, moi je suis membre du cluster, en l'occurrence depuis quelques années, enfin depuis le départ, hein, j'étais à sa création. Je suis content de pouvoir parler de cette partie-là qui me tient à cœur, puisqu'en fait elle est directement liée à cette filière qui aujourd'hui est un peu en manque de personnel, hein, justement pour pouvoir, je dirais quelque part, sécuriser la filière, parce que c'est quand même un élément important. Je ne sais pas si tu peux passer le slide suivant. Moi, j'ai exploité pendant 4 ans. J'ai participé à des développements d'unités de méthanisation, donc j'ai un peu une vision globale de la filière même méta, ce qui me permet de savoir où sont les manques et quelque part où est-ce qu'il y a à faire. Et en l'occurrence, sur cette partie-là, il reste énormément de travail. C'est pour ça que j'entends ce que pouvait dire Armel, Anne ou Jean-Philippe. Ça me paraît tout à fait cohérent et tout à fait intéressant à entendre, puisqu'en fait, ça indique qu'aujourd'hui, on a des possibilités d'emploi dans ce domaine. Simplement, eh bien, on les voit pas trop arriver quand même. Donc, j'aborde un sujet qui est plutôt épineux, puisqu'en fait, les formations, il y en a quelques-unes de mise en place hein, sur la France, dont celle de l'IREO et celle du 53 qui va se mettre en place sur Laval. Il n'empêche qu'aujourd'hui, les candidats, on en a quelques-uns de proposés, certes, une petite dizaine, hein, mais c'est pas beaucoup par rapport à notre secteur. Donc ça, c'est quand même relativement important à signaler. Soit les filières de formation ne sont pas identifiées, auquel cas c'est l'occasion aujourd'hui de corriger ce manque, soit les gens hésitent à envoyer leur personnel en formation. Donc, on parlait de deux établissements de formation sur le secteur du Grand Ouest, en l'occurrence sur notre secteur à nous, Pays de la Loire, donc l'IREO des Herbiers où je travaille moi, et l'Agricampus Laval-Mayenne avec lequel on a des échanges de manière régulière concernant les évaluations, la mise en place des programmes et ainsi de suite. Donc on est plutôt collaborateurs sur cette partie-là. Je t'invite à passer la suivante, s'il te plaît. Ok. Donc l'origine, vous l'avez entendu tout à l'heure sur les différentes interventions, c'est la demande croissante de la filière méthanisation sur le Pays de la Loire. Effectivement, quand on entend une centaine d'unités, et je ne parle pas pour tout ce qui est dans les départements limitrophes, ça reste quand même relativement important. Aujourd'hui, on sait très bien que ces postes-là vont être à pourvoir parce que je pense que le plus gros du travail n'est pas fait. Et j'entendais Jean-Philippe tout à l'heure parler justement des différents postes qu'on pouvait envisager sur l'unité de méthanisation. Moi, je vais parler essentiellement de cette partie-là. Quand on regarde du panel de compétences dont fait
dont doivent faire preuve les intervenants, ça reste quand même relativement compliqué. Je ne dis pas que c'est impossible, je dis simplement que le domaine de compétences est très, très large. En l'occurrence, si on prend le poste, par exemple, de responsable d'unité de méthanisation ou d'opérateur sur une unité de méthanisation, il va devoir communiquer parce qu'il va y avoir toute la partie transport de matière, il va devoir identifier des intrants, il va devoir s'assurer qu'ils sont bien préparés, il va devoir surveiller la ligne d'hygiénisation, enfin la ligne de méthanisation complète avec la partie biologie, avec la partie analyse. Il va devoir s'occuper de la partie agronomique, c'est-à-dire tout ce qui va ressortir du digesteur. Et puis, il y a toute la partie technique liée à l'exploitation de l'unité même, qui reste quand même relativement complexe. Et je vous passe les détails des aspects administratifs, sanitaires, juridiques qui tournent autour de cette partie-là. Et là, vous avez en fait la fiche de poste dressée d'un rôle à jouer qui est quand même pas des plus simples. Je ne dis pas que c'est impossible, je redis bien ce que j'ai dit, mais il faut quand même une certaine forme d'expérience. Et on parle de pluriactivité, on parle de polyvalence, on parle de polycompétence dans ce domaine-là. Et l'idéal, c'est de trouver 1, 2, 3 postes qui se complètent sur le site, sans oublier qu'aujourd'hui, il y a des maintenances ou des astreintes à réaliser. Et quand vous êtes seul sur l'unité, il faut être capable de tout faire. Voilà. Ça, c'est je dirais, c'est le tableau dressé des compétences nécessaires pour ce type de poste. Donc, en face de ça, qu'est-ce qui s'est mis en place? La demande étant croissante sur la région de Pays de la Loire, il s'est mis en place un certain nombre de formations, dont celle de l'IREO, qui s'articule en 13 semaines et donc 34 semaines sur l'unité de méthanisation. Ça, c'est dans le cas où vous êtes apprenti. Comme vous pouvez le voir, vous avez différents statuts envisageables. Donc, je vais les repasser. Un contrat d'apprentissage, c'est exactement ce que je viens de dire. 13 semaines de formation, plus 34 semaines sur l'unité de méthanisation. Je vous avoue franchement que c'est un format relativement intéressant parce qu'aujourd'hui, les échanges entre les différents apprenants est quand même relativement important et que tout le monde apprend de tout le monde, en plus des cours théoriques qui vous sont apportés et du complément qui peut être apporté par les différents intervenants. En l'occurrence, nous, on a la chance d'avoir autour de nous les différents intervenants sont plutôt fréquents chez nous. On a aussi la chambre d'agriculture, on a les unités de proximité. On parlera de tout ça tout à l'heure parce que c'est quand même relativement important, les supports. Je t'invite à passer. Alors, dans les contrats, on a aussi les contrats de professionnalisation et la formation adulte. Formation adulte, c'est un peu particulier. C'est aujourd'hui des gens qui vont être déficients dans déficient, peut-être que le mot n'est pas bien choisi, en difficulté sur certains modules et qu'ils viendront chercher en formation sur 1, 2, 3 semaines en fonction de leur disponibilité, en fonction de leurs attentes. Donc, ils peuvent intégrer la formation en cours de dispense et quelque part c'est un peu plus souple. S'ils sont vraiment en difficulté sur la biologie, on ne peut intervenir que sur la biologie. S'ils sont vraiment en difficulté sur la partie maintenance, ils peuvent accéder uniquement à ces éléments-là. Donc je pense que c'est plutôt souple en termes d'accès et c'est quelque chose de bien à communiquer. Les profils dont parlait tout à l'heure, je me permets, Jean-Philippe qui disait justement, il y a des personnes qui viennent d'autres filières, qui sont déjà de traitement de l'eau, choses comme ça. Si elles ont des lacunes justement sur certains des domaines spécifiques à la méthanisation, c'est un moyen aussi éventuellement pour eux de venir compléter par cette formation. C'est ça aussi, c'est ça qu'on peut comprendre. Alors tout à fait, c'est exactement le cas. Aujourd'hui, ça peut être des gens qui ont déjà un certain volume de compétences et qui doivent accéder à certaines informations et formations de manière à compléter en fait leur activité. Ça rentre dans ce cadre-là, effectivement, c'est parfaitement adapté. Très bien. La suivante, c'est ça? Oui, s'il te plaît. Ouais. Donc, on va rentrer un peu plus dans le programme lui-même avec le contenu de formation. Donc, on a trois
trois modules généraux. Donc, l'UF1, piloter le process de méthanisation alors c'est sur 4 semaines et 140 heures, ça représente 30% du volume. Donc là, on rentre dans le cadre, je dirais, de la biologie et de la préparation matière, puis de l'agronomie, puisqu'on a la gestion des intrants, la gestion du process lui-même, c'est-à-dire le cœur même du digesteur, et la gestion des sortants. Alors, sortant n'est pas forcément le mot bien choisi. On parlera plus facilement digesta brut, digesta solide, digesta liquide, qui vont être utilisés justement en engrais sur les parcelles agricoles. UF2, assurer la maintenance des matériels, ça c'est sur 6 semaines. C'est un gros module chez nous, c'est 210 heures et 50% du volume. Et là, on reprend en fait tous les éléments techniques liés à l'exploitation de l'unité de méthanisation, en l'occurrence sur toute la partie technique pure. Alors, on va passer en revue les différents matériels, la maintenance, les systèmes d'exploitation, les automates. Alors, je vous dis pas qu'on rentre au point d'être automaticien quand on sort de la formation. Simplement, on sait de quoi on parle, on sait comment ça fonctionne et on sait ce qu'on doit en attendre. Donc ça, c'est déjà énorme pour des gens qui sont pas forcément familiers de ce type de matériel. Et puis l'UEF3, assurer l'activité humaine et logistique autour de la méthanisation. Ça, c'est un volume de 105 heures, de 105 heures. C'est un temps donné de 105 heures, 20% du volume. Alors la communication, qu'est-ce que ça vient faire dans cette partie méthanisation? Eh bien, j'en parlais tout à l'heure sur la partie administrative, sur la gestion même financière du site, parce qu'on a aussi cette partie-là à gérer. Sur la sécurité de l'environnement, qui est un peu quelque chose de transversal, mais comme beaucoup de choses que l'on vient de passer. Aujourd'hui, vous n'avez aucun module qui ne vient pas grignoter ou passer sur l'autre de manière transversale, puisqu'ils sont tous liés. Donc, on y revient de manière régulière au cours de l'année, parce qu'ils sont indissociables. Et puis la communication, qui est quand même un module relativement important dans ce domaine, que tous les apprenants ont du mal à intégrer dans la présentation de la formation. Et au fil du temps, je dirais dans les 2-3 premières semaines, ils se rendent bien compte qu'aujourd'hui, on ne peut pas travailler en autarcie et que vous êtes obligé de communiquer avec l'extérieur, en l'occurrence, avec les agriculteurs, avec les apporteurs de biomasse, avec les apporteurs de matières exogènes, avec le fournisseur de réseau, avec tout ce qui constitue l'environnement, voilà, de l'unité. Là, je t'invite à passer la suivante. On va parler aussi d'implication des professionnels de la méthanisation. Ils se sont en fait très investis sur la partie, alors je dirais préparation du programme, élaboration du programme. En règle générale, ceux qui ont été là au départ de cette aventure sont aussi là pendant l'aventure. Donc, c'est quand même relativement intéressant. Je parle pas des GRT Gaz, GRDF qui sont intervenus de manière très importante sur la mise en place de nos programmes, qui nous ont aidés et qui nous aident encore en fait, puisqu'ils sont intervenants. Donc, c'est des gens qui étaient là au départ, des gens qui sont là à la fin. Je parle aussi de constructeurs, Nasqueo, Atlantique Industrie, Fonroche, Biogazil, tout ce qui tourne autour, le GAEC Bienvenue, qui est un support de formation chez nous, avec Denis Brosset, parce qu'il est à proximité et que quelque part, c'est bien de voir les choses et de donner en fait un sens à la présentation que l'on peut faire en théorie. Parce que ils aiment bien avoir, en fait, les gens qui travaillent en méta, ils aiment bien palper, hein, c'est comme ça qu'on dit. Le fait de leur présenter des cours magistraux, théoriques, il faut tout de suite illustrer parce que sinon, il reste quelque chose de non abouti. Voilà pour cette partie-là. L'adéquation des besoins entreprises en formation, j'en ai parlé, je pense, suffisamment tout à l'heure. Je pense fermement qu'aujourd'hui, c'est vraiment les exploitants en méthanisation, quel que soit leur statut et leur niveau hiérarchique,
c'est un travail qui demande énormément d'investissement, qui demande un maximum de compétences, et que c'est aussi un travail qui demande aussi de l'évolution permanente, puisqu'en fait, les process évoluent, les systèmes d'exploitation évoluent, le matériel évolue, et tout autour de ça, la méta en elle-même, intrinsèquement parlant, évolue aussi, et quelque part, ils sont obligés de se former, de s'adapter, et pour leur permettre de suivre les différents modules évoluants. Voilà. On peut passer à la suivante, s'il te plaît. C'est le bout, je crois. Hein. Ah, bah, super. Ça veut dire que j'ai terminé de parler. Merci beaucoup, Jérôme, pour ce retour d'expérience très, très intéressant. Je regarde un peu les questions. Alors, j'ai cru à un moment que l'outil était en panne, puisqu'il y avait très peu de questions. Alors, là, je vais parler aussi à l'ensemble des intervenants. Probablement que l'ensemble des propos ont été très clairs. Ou alors peut-être que tout le monde est bouche bée, je ne sais pas. J'ai quand même quelques questions qui sont arrivées quand même là, il y a peu de temps. N'hésitez pas aussi à continuer de les poser. Alors, on va prendre 5 minutes, 5-10 minutes maximum, comme ça on va pouvoir vous libérer à l'heure pour pouvoir y répondre. Je vous rappelle, hein, vraiment, si vous voulez télécharger la présentation, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pictogramme fichier qui normalement doit se situer sur votre droite, à côté de la partie questions, si vous avez une question à poser. Je vais prendre une première question qui a été posée, justement. Ça va peut-être concerner plus Jean-Philippe Burtin et Jérôme Bécaud, je suppose. Voilà, la question, elle est un peu une proposition en même temps. C'est comme modèle, pourrait-on imaginer, au lieu d'avoir un seul poste par unité de méthanisation, comme vous expliquez que finalement c'est souvent des profils aussi moto à 5 pattes, est-ce qu'on pourrait imaginer d'avoir un maillage de plusieurs spécialistes qui pourraient intervenir justement sur un certain nombre d'unités qui pourraient en avoir besoin. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition? Alors, si je me permets de prendre la parole sur ce sujet-là, ça peut se faire si les sites sont du même propriétaire. C'est la règle d'or. Donc, oui. Vous m'entendez bien, hein, c'est bon. Oui, oui. Et je prends le cas de quelqu'un que je connais qui est dans le nord de Paris, qui a 4 sites, tous à moins de 50 km les uns des autres. Ben voilà, c'est un responsable de site qui va s'occuper, puis après il a 3 techniciens et c'est de l'injection, c'est sur des petits sites, mais quand même ça évite, il rationalise, mais c'est le même propriétaire. Ce qui est quand même rarement le cas malheureusement sur la partie exploitation, c'est rarement, à part certains qui ont plusieurs sites. On observe des fois des groupements d'employeurs dans certains domaines, justement. Alors, c'est pour ça, c'est peut-être un peu cette question-là. Est-ce que plusieurs propriétaires différents pourraient embaucher plusieurs personnes en fonction des besoins? Peut-être, Jérôme, un élément de complément. Oui, alors, ouais, tu as raison, ce serait certainement une excellente idée. Le problème reste quand même, je dirais, il faut absolument que les différentes structures qui communiquent avec le même type de constructeur. En l'occurrence, si aujourd'hui tu as une unité Naskeo, XRJ, et elles sont directement en concurrence, donc tu vas avoir des gens qui vont passer d'une unité à l'autre avec différents types de process. Ça, c'est un danger que les exploitants eux-mêmes sur le site ne vont pas apprécier. Donc, c'est le premier point. Par contre, si c'est effectivement les mêmes structures ou les mêmes constructeurs, ça peut être facilité. À côté de ça, il peut peut-être y avoir aussi je dirais, quand on parle de groupement d'employeurs, on peut faire aussi appel à des sociétés extérieures qui ont formé des gens déjà dans ce domaine, des intervenants, entre parenthèses, sur la partie maintenance curative. C'est un bon exemple sur lequel ils sont relativement performants. Ils prennent en compte tous les aspects risques et quelque part, ça décharge un peu les unités. Aujourd'hui, cette solution a été choisie uniquement parce qu'on n'avait pas les gens formés sur place. Si les gens sont formés sur place et qu'on les a, on les utilise en règle générale. Ouais. Ok. Tiens, il y a une autre question. Alors, c'est pareil, ça concerne un peu l'attractivité de la filière. Alors, a été évoqué tout à l'heure la question de communiquer sur cette belle filière et tout son intérêt. Il y a une question autour du potentiel de rémunération. Ça reste aussi quelque chose d'important, je pense aussi en termes d'attractivité.
peut-être aussi bien Jean-Philippe Burtin, peut-être en premier lieu sur la partie recrutement, et pourquoi pas Jérôme Bécaud qui a probablement un avis aussi sur cette question-là. Quel potentiel de rémunération aujourd'hui, demain, sur ces métiers? Allez, je me lance sur ça. Je vais faire un focus pas trop sur le responsable d'exploitation, parce que Jérôme le fera. Par rapport à d'autres filières des énergies renouvelables, il faut être clair, entre un chef de projet éolien solaire, un chef de projet biogaz, il y a déjà un delta. Alors, je ne vous parle pas des chefs de projet d'autres secteurs d'activité, là, il y a encore un delta. Donc, je pense qu'il faut avoir cette conviction d'aller dans ce secteur-là déjà. Il faut avoir une envie, il faut avoir une vision. Ça, je pense que c'est la base. Et donc, aujourd'hui, je ne sais pas, mais je prends un chef de projet biogaz qui a 3 ans d'ancienneté, il va être à 40K en salaire de base. Comme ça, on donne des chiffres. Les chiffres sont toujours parlants. Dans le même profil, il va être plutôt à 44, 45K dans le solaire ou dans l'éolien. Parce qu'aujourd'hui, voilà, pour plein de raisons, parce qu'on parle d'économie, de retour sur investissement, on parle de choses. Et donc ça, voilà. Et je pense qu'on est en train de tirer vers le haut les salaires. Donc c'est en train d'évoluer. Donc ça, je peux le dire à ceux qui sont dans la filière le voient très bien. Les gens qui sont rentrés il y a 3 ans dans la filière et quand ils voient leurs nouveaux collègues arriver, je ne veux pas dire qu'ils sont au même salaire, mais ils disent, mince, je ne suis pas rentré au tarif-là. Parce qu'aujourd'hui, il y a un peu une pénurie, il y a beaucoup de demandes, on cherche des gens, on rehausse. Mais c'est quand même pas encore, par rapport aux autres énergies, on a encore un chouïa en dessous. Et même si pour autant, moi j'ai quand même bien compris que un responsabilité de méthanisation, ou en tout cas, voilà, quand on travaille sur ces secteurs, il faut avoir des compétences techniques, des compétences agronomiques, il faut avoir des compétences de communication, il faut, sans minimiser un chef de projet éolien, c'est pas l'idée, mais on voit quand même qu'il faut des profils complets. On peut supposer demain que s'il y a effectivement une concurrence entre les différentes exploitations pour avoir les bonnes personnes, on peut supposer que forcément, on va demander à des responsables d'exploitation, aux responsables de faire monter un petit peu les enchères quand même. Je pense que c'est la loi du marché un peu, non? Je vais apporter juste un petit complément sur cette partie-là parce que l'analyse de Jean-Philippe est excellente. En fait, sur la partie méta, ce qui a fait que les salaires, ce que je vais dire n'est absolument pas péjoratif et ça ne regarde que moi, ça n'engage que moi. Aujourd'hui, comme il y a eu beaucoup d'unités de méthanisation dans le milieu agricole, en fait, on s'est calé un peu sur les salaires agricoles à la base. Qui sont peut-être un peu moins exigeants, mais qui aussi sont moins exigeants en termes de compétences. Et en fait, on n'a pas fait suivre, cette pluriactivité, cette polycompétence. J'entendais Jean-Philippe tout à l'heure parler de 40K annuels sur des responsables de projet. Aujourd'hui, quelqu'un qui a 4-5 ans d'expérience dans le domaine de la méta et qui est responsable d'unité de méthanisation, il est sur ce salaire annuel à peu près, sauf quand même qu'il faut préciser qu'il est chargé d'astreinte, que les congés sont souvent découpés, que le week-end il est présent, que les jours fériés il est là. Et tout ça, je pense que c'est pas toujours bien considéré. On considère un salaire global en disant, il est cadre, si ça dépasse un peu, c'est pas un peu que ça dépasse en l'état, c'est beaucoup quand même. Et donc tout ça, je pense que c'est quelque chose à négocier de manière régulière avec les responsables d'unité, de manière à ce que personne n'y perde. Aujourd'hui, si on veut dynamiser cette filière et dynamiser ces postes-là, il faut que tout le monde y trouve son compte. Les propriétaires d'unités qui aujourd'hui vont rechercher un maximum de compétences pour faire tourner leurs unités à plein. Aujourd'hui, c'est la rentabilité qu'on recherche et le fonctionnement et la fiabilité. Et à côté de ça, le gars qui va s'investir, parce que là, c'est vraiment un investissement et pour lequel on va devoir dépenser un peu de deniers. Mais ça paraît logique. Et quelque part, il vaut mieux quelqu'un de performant, bien payé, que quelqu'un de médiocre payé peu, parce qu'aujourd'hui, on n'y gagne pas en méta. Et juste pour abonder dans le sens de Jérôme, et je pense qu'on peut que le voir au quotidien, je prends l'exemple de responsable de méthanisation, c'est quelqu'un qui va piloter une usine, parce qu'on appelle ça un système de méthanisation, mais c'est une usine de production d'énergie, qui a coûté 5, 6, 8 millions d'euros. Et quand on va demander que le responsable de site de méthanisation gagne 45 000, qui
pour moi, à la base, quand on voit les astreintes de base, qu'on a un peu d'expérience, ça serait logique. On mégote sur 5 000 € à l'année, et alors qu'on est sur des montants de 7-8 millions d'euros d'investissement, alors qu'on sait très bien que si on perd 1% en injection, et là on passe de 90%, on est à 97%, c'est des centaines de milliers d'euros derrière qu'on perd. Donc, faut juste essayer de prendre conscience. C'était beaucoup mieux et là je fais juste un parallèle sur la méthode territoriale ou la méthode de plusieurs, parce qu'il y a une réflexion, on est plutôt en mode un peu industrie, sur une méthode agricole où il y a 3 agriculteurs qui se sont réunis, où là on va raisonner, je suis agriculteur, donc en mode agriculteur, en disant voilà, non, bah c'est quand même bien payé. Oui, mais par rapport à ce qu'ils doivent faire, c'est rien. Donc ça c'est de l'éducation qu'on doit mettre en place en disant que c'est des métiers très nobles, très durs, et où il faut un investissement, parce que bien sûr, une pompe, ça tombe jamais en panne. Un jeudi à 15 h, c'est le samedi à 3 h du matin. Ça, faut jamais l'oublier. Bon, écoutez, merci beaucoup pour voilà, la qualité de ces réponses et de cet échange. On va pouvoir mettre fin à ce webinaire. Il n'y a pas d'autres questions à ce stade. Bon, si toutefois, voilà, chers participants qui êtes en ligne de l'autre côté, vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas éventuellement à en faire part ou à m'envoyer un petit mail par la suite. Si nécessaire, je vais proposer aussi, si Armel ou Anne ont envie de redonner peut-être un petit mot juste en conclusion, enfin, en tout cas, voilà, vous le proposez si vous le souhaitez, avant qu'on puisse fermer ce webinaire. Donc, n'hésitez pas, en tout cas, voilà, aussi à prendre contact, si vous le souhaitez, avec les différents intervenants que vous retrouverez, dont les emails, vous les retrouverez sur la partie, sur la présentation. Voilà, n'hésitez pas à me faire des remarques aussi sur le contenu de ce webinaire. Armel, peut-être un petit mot en conclusion? Oui, alors un petit mot de conclusion et de prochain rendez-vous. Effectivement, l'intérêt aussi de ce webinaire, c'était encore une fois de valoriser cette étude qui me paraissait intéressant de justement, comme tu l'as bien précisé, d'avoir l'interprétation et les explications de Anne. Ça me paraît essentiel pour une promotion collective finalement de cette étude qui peut-être trop souvent, voilà, on n'a pas les chiffres, on n'a pas de quoi en parler. Donc là, on a quelque chose de chiffré, de récent et de régional. Et peut-être pour rebondir sur ce que disait Jean-Philippe Burtin en parlant du Salon du Biogaz d'Europe, on peut déjà annoncer que la prochaine édition sera en février 2021 et de nouveau à Nantes. De nouveau à Nantes. Donc, voilà, de nouveau à Nantes. Donc, c'est peut-être l'occasion de donner rendez-vous aux acteurs de la filière à cette occasion et justement peut-être aussi de faire la promotion des formations, comme tu disais Jérôme, de mettre peut-être le paquet sur faire venir des étudiants, des jeunes, essayer de valoriser ce salon aussi pour des déclics de recrutement de futurs jeunes en formation et de futurs salariés pour la filière. Oui, très bien, oui. Et puis, autrement, bon appétit, bon été. Super, oui. Merci beaucoup. Je voudrais remercier une dernière fois, effectivement, Anne Laferrerie de GRDF, Armel Damiano d'AILE pour la participation, Jérôme Bécaud et Jean-Philippe Burtin de Boréa. Merci à tous d'avoir pris le temps déjà d'être là avec nous aujourd'hui, d'avoir pu nous parler de ces sujets et d'avoir pris le temps en amont de les préparer. On a eu quelques échanges et c'était voilà, très intéressant. Merci beaucoup de votre implication et voilà, j'invite tous les participants, vous recevrez, désormais vous vous êtes inscrits une fois, vous recevrez nos prochaines publications, nos prochaines invitations à des événements ou des webinaires justement. Bon, vous pourrez vous les inscrire si vous le souhaitez, évidemment, mais voilà, on n'hésitera pas à vous envoyer des futures informations pour parler de prochains sujets, voilà, le développement de la mobilité gaz, le biométhane pour l'industrie, l'acceptabilité des projets. Voilà, la filière biométhane est en pleine ébullition, il y a beaucoup de sujets à évoquer. Si d'ailleurs vous voulez qu'on évoque des sujets particuliers, n'hésitez pas à me faire un petit mail en faisant part des sujets peut-être que vous aimeriez voir demain sous cette configuration-là. Voilà, je vous souhaite également une très belle journée. Merci encore à vous tous d'avoir été présents. Cet élément ce webinaire sera disponible en rediffusion. Donc, on vous enverra un mail là, dans les prochains jours si vous souhaitez le revoir ou le partager avec des personnes de votre entourage professionnel. Voilà, merci beaucoup. Et on a des remerciements là de la part sur la partie questions de la part des participants. Merci aussi à vous. Très bonne journée. Merci à tous. Merci, au revoir.